Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui traite de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique des clés pratiques pour une vie d'abondance et de partage. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Comment bâtir un patrimoine immobilier? C'est le thème du jour. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Alain Moulouahi. Bonjour Alain. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Très bien. Nous sommes ravis de t'accueillir pour cette deuxième émission sur l'immobilier. Merci beaucoup. C'est une joie et on a hâte de découvrir les différentes clés que tu nous communiqueras pour bâtir un patrimoine immobilier. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre à ces questions. Exactement. Merci. Alors peut-être pour les personnes qui n'ont pas suivi la première émission, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi je suis Alain Moulouahi, je suis courtier en prêt hypothécaire et assurance et passionné de Dieu et surtout passionné de l'immobilier. Passionné de l'immobilier. Eh ben, ça fait d'ailleurs 20 ans que tu es ça fait dans un peu le domaine. plus de 20 ans, effectivement, que je suis dans le domaine en Belgique et également dans quelques pays étrangers, notamment en Espagne, au Congo et au Canada. Rien que ça. Hein. C'est une bonne chose. Et nous recevons également Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter toi aussi? Oui, alors moi je m'appelle Sonia et je sers au sein du département de la communication à l'église Impact Centre Chrétien Bruxelles. Très bien, merci pour cette présentation. Et tu poseras d'ailleurs des questions à notre invité du jour. Exactement, je suis là pour poser des questions à notre invité. Exactement, en tout cas, beaucoup de questions, Alain Moulouahi, et oui, c'est la règle de l'émission. Vous répondez aux questions. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, vu que notre thème, c'est comment bâtir un patrimoine immobilier, on va déjà avoir un petit peu, on aimerait avoir la définition, qu'est-ce qu'un patrimoine immobilier? Ce sera tout simplement le fait de posséder au-delà à partir de un ou deux ou plusieurs biens immobiliers. Cela va constituer donc votre patrimoine. D'accord. Donc c'est plus de un bien immobilier. Oui, on va dire plus de un parce qu'en réalité, le premier, on va le considérer comme votre résidence. Oui. Et si c'est votre résidence principale, certes c'est un bien, ce sera déjà le premier pas du patrimoine. Mais en réalité, pour le bâtir et réellement le considérer comme un bon investissement, alors on va aller au-delà de 1. D'accord. Alors quand on dit au-delà de 1, est-ce que tout le monde aujourd'hui peut bâtir un patrimoine immobilier? Dieu nous dit, il te sera toujours fait selon ta foi. Et en réalité, nous autres opérateurs, nous serons toujours là pour vous accompagner à l'accomplir. Par mon expérience, un enfant de Dieu qui n'en a pas plus d'un, c'est pas parce que Dieu n'a pas été là, mais juste parce qu'il aura voulu ainsi. Ceux qui ont désiré avoir plus d'un l'ont eu. Ceux qui désiraient avoir plus d'un l'ont eu. Bon, écoutez, on s'accroche à cette parole. Dieu est bon. Oui. Il le dit en fait. Il a formé pour nous des projets de joie. Amen. Et dans le patrimoine, en tant que patrimoine et en termes de richesse, Dieu veut que nous soyons riches. Et la Bible même parle d'une autre expression que j'aime bien. Il veut que nous soyons fort riches. Donc le fort riche, il va pas te limiter à un bien. C'est vrai. Exact. C'est vrai. Bon, on en reste sans voix, mais c'est vrai. Alors, j'aime beaucoup. C'est vrai que Alain Moulouahi, tu disais que Dieu veut que nous soyons fort riches. Et j'aimerais, en tout cas, pour cette première partie d'émission, puisque Dieu nous appelle à être fort riches, on imagine aussi qu'il demande que notre cœur soit préparé finalement à cette richesse. Alors, dans Marc, au chapitre 10, la Bible nous parle justement, de Jésus qui a, un jeune homme qui a accouru auprès de Jésus pour lui dire, que dois-je faire finalement pour quelque part hériter du royaume des cieux? Et Jésus, en fait, on le dit dans la Bible, Jésus lui répond, vends tout ce que tu as. Alors, j'imagine que derrière le vent, tout ce que tu as, c'est pas que Dieu nous dit que nos œuvres ne parlent pas plus que notre foi en Dieu, mais c'est vrai que derrière ça,
certainement c'était que, parce que cet homme, on dit qu'il est reparti attristé. Donc on peut se dire peut-être que là, Jésus voulait interpeller sur ce cœur qui est finalement, voilà, qui a pour Dieu l'argent. Alors comment justement, puisque tu as quand même parlé de bâtir un patrimoine, c'est plus d'un, on retient ce voilà, exactement. C'est plus d'un. Maintenant, comment on fait? Dieu nous appelle à être fort riches. Comment on fait pour garder son cœur, Alain Moulouaï? Comment on fait pour garder son cœur? C'est une très bonne question. Je regardais encore mes notes lors d'une des prédications du pasteur Christian Saboukoulou sur les 6 décisions à prendre pour l'année 2023. Il dit dans une des premières décisions, décide d'appliquer ton cœur à la lecture de la parole. Décide de t'approcher, de méditer la parole. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la parole? Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. En fait, il a mis dans la parole toute une série de lois qu'on va appeler de recommandations, qu'on va appeler de stratégies, de techniques, qu'on va appeler des outils qui vont te permettre finalement de comprendre que dit la Bible. Non seulement il dit qu'il veut que tu sois riche, mais de l'autre côté, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que dans ton cœur, il y a des sources qu'il a mis, des sources de vie. Mais de l'autre côté, il va également nous dire que l'orgueil précède la chute. Mais par contre, que l'humilité va te préparer à la gloire. C'est-à-dire que quand tu vas apprendre à garder ton cœur, à rester humble, à comprendre que finalement, si je suis riche, je le suis d'abord pour Dieu, et si tu obéis à cette parole, et tu vas voir que ton cœur va être préparé pour gérer la richesse. Et tu n'auras aucun problème parce que tu sais que si je suis riche, ce n'est pas pour dominer les autres, mais c'est pour être au service des autres. Amen. Alors on ne marche pas sur les personnes pour lesquelles on est au service. Et ainsi, quand on a compris ça, tu vas comprendre que finalement, tu seras le bon partenaire de Dieu. Dans le livre des talents, il nous montre à celui qui avait 2 ou qui avait 1 qui a mal géré, on a donné à celui qui avait 5. Parce que Dieu compte aussi sur des bons partenaires. Si tu maîtrises ton cœur, Dieu fera passer la richesse au travers de ta vie. Tu seras riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Amen. Wow. Amen. C'est vraiment une question de motivation. Exactement. C'est vraiment, voilà, riche pour Dieu et pas riche pour pas riche pour moi. Ou pas riche pour moi. Je ne bâtis pas le patrimoine. Sinon, la Bible le dit. Celui qui avait mal géré, on lui a retiré. Tout est grâce dans la vie. Tout est grâce. Je peux avoir 2, je peux avoir 3, mais dès que je veux bomber ma poitrine, l'homme n'est qu'un souffle. Ça, c'est vrai. Et la Bible le dit, l'homme n'est qu'un souffle. Et en un instant, il le retire et tout devient histoire. Tout à fait. Garde ton cœur. Garde son cœur. Garder son cœur, exactement. Garder son cœur plus que toute autre chose, c'est vrai, c'est tellement important. Et il faut vraiment aller dans ce sens de protéger aussi son cœur, là où parfois c'est aussi les personnes qui peuvent encenser, hein, j'ai envie de dire, parfois en disant waouh, mais t'as vraiment bâti un patrimoine, voilà, t'as au moins 5, 6, 7, voire 10, même plus, hein, 20 biens immobiliers, et là aussi de se dire j'ai entendu, mais je garde aussi mes oreilles, ou du moins intérieurement, je peux même dire tout n'est que grâce, ou le dire aussi verbalement, c'est des moyens aussi. Hein. C'est des confessions et proclamations qu'un enfant de Dieu doit comprendre et proclamer. Amen. Parce que la Bible nous dit, nous sommes esprits, mais la chair même parfois nous combat. Parfois c'est même pas que les autres. On peut réaliser que j'ai tout ça, et en un instant, si on accorde de la place à la chair de trop admirer, elle peut vous jouer un tour. Exactement. Donc finalement, c'est pour cela que garder son cœur, proclamer que d'abord je le suis pour Dieu, d'abord je le suis pour servir les autres, et ce sera cette proclamation qui va aussi t'enseigner à toi-même, et surtout ton corps va l'entendre et va se calmer. Le corps va se calmer, exactement. Alors, tu parlais justement, Alain Moulouaï, de stratégie, hein, même que la Bible aussi développe. Donc, finalement, quelle est la stratégie, ou quelles sont les stratégies à développer pour se constituer un patrimoine immobilier? Voilà, imaginons une personne qui a d'abord un premier appartement ou une première maison. Maintenant, comment on fait pour passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, etc. Comment est-ce qu'on fait? Alors,
si je peux conseiller, le plus simple va être toujours d'avoir un conseiller financier, c'est-à-dire un courtier qui va t'accompagner dans cette stratégie. Le courtier aura des éléments du marché et des principes qui sont en vigueur au niveau des banques. Et il va être ton premier conseiller. Tu seras toujours le maître des décisions. Lorsque tu auras acquis un premier bien, on va se préparer pour le deuxième bien. Alors, cela va demander de jouer avec deux paramètres. D'une part, tu devras être discipliné dans tes finances. D'une part, pour accroître les revenus. Et de l'autre côté, pour diminuer tes dépenses. Cela va te permettre d'élargir ton champ de fonds propres. Mais il y a un autre volet qui va être également de mettre en valeur le premier bien que nous possédons, afin qu'il prenne de la valeur. Parce que, une fois qu'il prend de la valeur, on peut utiliser la valeur positive entre la valeur actuelle du bien sur le marché, diminuer avec les soldes restants dus de ce qu'on a déjà remboursé à la banque. La différence positive peut également constituer un apport en fonds propres à défaut d'avoir du liquide. Et donc, le tout mélangé ensemble, on peut acquérir alors le deuxième bien. Et quand on aura compris ce mécanisme, je déclare pour vous que chaque année, vous en achetez un. Sur le même mécanisme, vous pouvez acheter un bien chaque année. Donc avec le même principe. C'est-à-dire que, voilà, j'ai mis de la valeur sur mes biens. Entre-temps, je rembourse mes crédits, donc les valeurs restant dues au niveau de la banque diminuent. Les marges positives qui se dégagent peuvent constituer l'apport pour le prochain bien. Le tout va toujours dépendre maintenant sur quel montant je veux acheter le prochain bien. Là, la différence va jouer. Au plus, je peux dire, voilà, je vais acheter mon prochain bien dans 5 ans. La différence entre la valeur du marché dans 5 ans, diminuer avec ce que j'aurais déjà remboursé, cette marge sera beaucoup plus élevée que si je le fais l'année d'après. Donc l'année d'après, je peux acheter un bien à 100 000 euros, mais dans 5 ans, je peux acheter un bien de 200 000 euros. Donc du coup, là aussi, les stratégies, on va le bâtir ensemble avec le conseiller pour dire qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif. Je peux effectivement avoir entre guillemets, ce que je vais avoir des petits biens, je vais dire à 100 000 euros, mais qui peuvent avoir du cash flow immédiat. Que des grands biens où je sais que, voilà, je vais avoir un cash flow, peut-être pas tout de suite, mais il va avoir une bonne valeur d'investissement rentable dans 10 ans. Et donc, bâtir le patrimoine, ensemble avec votre conseiller, vous allez y arriver, mais certainement et assurément, chaque année, je peux acheter un bien. Chaque année, on peut acheter un bien. Waouh! Et donc, on voit finalement que le facteur temps aussi est important, de pouvoir aussi discerner, j'ai envie de dire, les temps et les saisons. C'est important, je pense. C'est très important, justement, parce que les conditions du marché vont évoluer. Il y a des moments où on va avoir une forte demande, donc les prix vont partir à la hausse, où il y aura des saisons où les prix vont peut-être un peu tasser. Les taux d'intérêt peuvent monter, les taux d'intérêt peuvent baisser. Donc, un investisseur restera toujours vigilant, en contact avec son conseiller pour toujours apprécier quel serait le bon moment de pouvoir sauter sur une opération qui pourra être rentable. D'accord, donc on retient bien, j'ai noté, j'imagine aussi, vous qui nous suivez, eh bien que vous avez pris note des clés qui ont été données par Alain Moulouahi. Donc on a bien noté un conseiller financier, de la discipline, et mettre en valeur finalement notre bien et évaluer également le facteur temps. Est-ce que je suis une bonne élève, Alain Moulouahi? Très bien. Merci. Vous avez parfaitement résumé. Reste plus qu'à appliquer. C'est autre chose. J'aimerais quand même revenir sur un point parce que tu as parlé, Alain Moulouahi, de mettre en valeur le premier bien. Comment on fait pour mettre en valeur le premier bien? Alors, on voit, la question que j'allais poser. On voit exactement ça. Alors, on voit les émissions, télévisées avec je rénove ma maison. Toute une équipe qui vient. Parfois, on abat les murs, on repeint, on donne un coup de frais. La mise en valeur d'un bien, qu'est-ce que c'est? Je donne toujours un exemple comme celui-ci. J'ai un expert immobilier. Lorsqu'on va vouloir prendre la valeur d'un bien, on va envoyer un expert expertiser votre maison et y donner une valeur. Je prends le cas de la même maison. Une première fois,
on la laisse un peu sale. C'est-à-dire les taches au mur. On a lavé ces linges et on les étale au salon. On n'a pas nettoyé la cuisine. Rien que ça. Et on fait passer l'expert. Et on le refait passer un autre jour où la maison est nettoyée, aérée, clean, des pots de fleurs à gauche, à droite, repeint sur certains endroits. Croyez-moi, rien que ça, l'expert ne donnera jamais la même valeur sur le bien. Donc, pour répondre maintenant concrètement à la question, lorsque vous allez garder votre bien propre, et si vous pouvez en plus l'améliorer, c'est-à-dire j'ai acheté mon appartement avec des couleurs bleues, eh ben je peux l'embellir, je repeins régulièrement mon appartement. Je change le meuble, le fait de changer le meuble de cuisine. Si c'est le meuble qui était là avait 20 ans et que je lui redonne un peu les meubles du jour, en ce moment-là, votre bien, au-delà du fait qu'un bien prend sur le marché une valeur de plus ou moins 10% par an. 10% par an? En moyenne, ça c'est la prise de valeur d'un bien. Mais en plus de cela, si je l'améliore en améliorant les éléments du bien, ben on lui donne encore plus de valeur. Et de cette façon, vous serez toujours sûr qu'à la même année ou à la même date, l'année d'après, votre bien prendra plus ou moins 10% plus les améliorations que vous lui aurez apportées. Et c'est cette prise de valeur qui vous constitue votre capital. Même si vous n'avez pas de fonds propres liquides, je peux prendre cette hypothèque-là pour l'investir sur la prochaine acquisition. Prochaine acquisition, d'accord. Et ça peut servir, ce capital peut servir également pour le remboursement du prêt, par exemple, du premier bien, ou comment ça se passe? Non, pas forcément. On ne rembourse pas le bien. Ici, on va avoir besoin juste du capital pour pouvoir acquérir. Mais de l'autre côté, si vous achetez un deuxième bien, ce sera pour y mettre un locataire qui va vous aider alors à rembourser votre crédit. D'accord. Ah bah justement, tu as bien introduit, le prochain point, puisque nous souhaitons parler du choix des locataires, de finalement toute cette gestion locative. Comment on choisit ces locataires? Ben pour un enfant de Dieu, il est choisi d'abord en prière et en action de grâce. Là aussi, je fais référence à la fameuse prédication du pasteur Christian, les 6 décisions de l'année. Il dit, vous allez également décider de faire des actions de grâce. Amen. Un enfant de Dieu va d'abord comprendre que toute sa bénédiction est d'abord spirituelle. Le choix du locataire sera d'abord spirituel que physique, c'est-à-dire je ferai mon offrande, je payerai mes dîmes, je ferai mes offrandes et j'implorerai la grâce de Dieu dans le choix de mon locataire. Ainsi, si je l'ai fait honnêtement, et la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez, si vous croyez que vous allez le recevoir, ben vous le verrez se manifester. Ainsi, je vais prier d'avoir la grâce de Dieu de faire le bon choix. Et au moment où je reçois les sélections, au moment où je reçois les demandes, le Saint-Esprit est bon, il te conduira vers le bon élément. Outre les faits où on a des éléments de base. On va regarder, est-ce qu'il travaille ou pas? Donc, généralement, on va poser toujours la question, avez-vous des fiches de paie, vous travaillez ou pas? Mais cela ne suffit pas. On peut avoir un bon gars qui gagne très bien sa vie, mais qui est un piètre locataire. C'est quoi un piètre locataire? C'est un mauvais, c'est-à-dire s'il devient, il paye pas ce loyer, ou même s'il paye ce loyer, mais il est alors difficile dans toutes ses revendications. Il va exiger, lorsqu'il y a une panne, que vous passiez le même jour, qu'il va parfois refuser de payer, mais il sait que s'il ne paye pas, ça va vous embêter, mais de l'autre côté, il va refuser de sortir. Il y a toute une série de choses où finalement, un locataire qui décide de vous ennuyer, il peut vraiment vous ennuyer. Eh bien, ce ne sera pas ton cas. Toi qui es enfant de Dieu, tu prieras. C'est pour ça que finalement, même la loi sur tes dîmes et offrandes, donne ton offrande, donne ta dîme
et abandonne le bien et tes locataires entre les mains de Dieu. Et laisse cette grâce tourner. Nous, enfants de Dieu, nous avons réellement le bénéfice d'avoir, au-delà de juste dire je veux un locataire qui travaille, c'est surtout Seigneur fais grâce qu'il soit bon. Amen. Il ne suffit pas juste d'avoir un lit, encore faut-il avoir le sommeil. Il ne suffit pas d'avoir un locataire, faut-il encore. J'ai eu des locataires ou même pas moi, je prends le témoignage d'un frère, justement, qui a un locataire, depuis 10 ans, c'est à peine il doit l'appeler au moins pour prendre de ses nouvelles. Comment allez-vous? Est-ce que je peux faire quelque chose chez vous? Wow. Calme. Il paye ses loyers à temps, il entretient ton bien, il le prend comme si c'était à lui. Des tels locataires, on rend grâce à Dieu. Et tant que tu as ça, tu vas voir que tu vas te multiplier parce que tu n'as pas mot de tête. Et cela, c'est une grâce. C'est une grâce. Donc, quand tu as compris ça, tu sais que je bâtis mon patrimoine avec le Seigneur, pour le Seigneur, et lui te couvrira par derrière avec des grâces et des faveurs, d'avoir des bons locataires, d'avoir des bons partenaires, des hommes de métier corrects qui passeront faire tes travaux correctement. Eh bien, tu seras tranquille en avançant avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais justement, Alain Moulouaï, de service. Hein. C'est quelque part acquérir ou bâtir un patrimoine immobilier, c'est servir avant tout les autres. Et on voit, c'est vrai que avec des locataires qui ont ce cœur qui est bon, on peut pleinement accomplir finalement la notion de service dont tu parlais, je pense. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est réellement ça. Parce que j'en ai eu, personnellement, j'en ai connu, effectivement. Et je comprends tout simplement que Dieu, parfois, me fait traverser par des situations pour apprendre et peut-être pour être un témoignage pour les autres. Des moments où j'ai dit ici j'ai pas été obéissant et des moments où j'étais obéissant. Oui. Des moments où tu as un locataire qui franchement tu le bénis parce que il est bon, il prend soin de chez lui. Et un autre qui va te dire oui mais moi j'aimerais quand même pas réparer parce que je vais t'enrichir. Pour réparer le bien où tu vis, il estime qu'il m'enrichit parce qu'il veut juste vivre propre de là où il vit. D'accord. Oui. Et quand tu as un technicien que j'envoie une fois chez un locataire, et le technicien me dit « Alain, c'est quand même une porcherie. Mais il faut savoir qu'en Belgique, il y a la protection il est chez lui, le locataire. Oui. Je ne peux pas juste, dans ma casquette de propriétaire, venir ouvrir la porte. On ne peut pas, oui. Il est chez lui. Mais le technicien te dit, c'est une porcherie, ton bien est en train de mourir. Oui. Donc, c'est une grâce. C'est une grâce, oui. Sois fidèle à Dieu, et il bénira tous tes investissements. Amen. Et tu seras beaucoup plus tranquille, tu auras le temps d'aller encore loin et devenir encore plus riche. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on parle de bâtir un patrimoine immobilier. On peut aussi se demander, moi la question qui me venait, les inconvénients ou bien les désagréments peuvent arriver, ou des situations familiales qui peuvent chambouler quelque part un locataire. À ce moment-là, le propriétaire est bien en charge de réparer tout ce qui a réparé dans la maison. C'est un investissement, donc lorsqu'on entre dans ce domaine-là, on doit aussi savoir que tout investissement a à un moment donné des rentabilités et des pertes. Donc c'est pour ça qu'en tant que bon gestionnaire, où on sait que il m'arrivera de gagner de l'argent, mais j'ai aussi la responsabilité d'entretenir mon bien. Exactement. Maintenant, la loi prévoit ici en Belgique, il y a des tâches et des réparations qui incombent à l'occupant, au locataire, et des réparations qui vont incomber la responsabilité du propriétaire. Oui. Tant que chacun joue son jeu, généralement, il n'y a pas de problème. Tant que c'est mon devoir, je prévois du budget pour ça, pour réparer, parce que c'est mon devoir en tant que propriétaire. C'est à partir du moment où on l'ignore, où on ne joue pas le jeu, où chacun ne joue pas le jeu, que ça peut commencer à poser un problème. Mais tant que je sais que c'est mon devoir en tant que propriétaire de réparer et de réparer le plus vite possible, je n'aurai pas de problème parce que le locataire aura été conscient que mon bailleur, à chaque fois que j'ai besoin de lui, il est là et il le fait. Et donc, ne fût-ce par bonne conscience, il y a des locataires qui aussi vont répondre à cette bonne volonté du bailleur pour que eux aussi, de leur part, fassent leur part.
D'accord. On a aussi des locataires qui, à un moment donné, n'arrivent plus à payer le loyer, même s'ils sont bons de cœur, hein, on est d'accord, ils n'arrivent plus à payer le loyer. Il existe des assurances, il me semble, en tout cas en France c'est le cas, pour justement les propriétaires, pour continuer à percevoir un loyer, même si, par exemple, si le locataire se retrouve en difficulté. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il existe effectivement des assurances locataires qui peuvent prendre un relais pendant que le locataire devient insolvable. Maintenant, après, il faut tout analyser. Est-ce que c'est insolvable ou il n'arrive pas parce qu'il a une difficulté passagère, oui. Auquel cas, je peux lui accorder un peu de retard et il peut se rattraper. Oui. Il y a des locataires qui demandent, voilà, je ne sais pas payer ce mois-ci, je payerai le mois prochain. Mais le mois prochain, je ne sais pas payer les deux mois accumulés. Je payerai le mois prochain et je payerai le restant en 2 ou 3 tranches. Si vous avez une bonne communication et un locataire qui est franc, vous pouvez l'accorder et ainsi il va rattraper. C'est beaucoup plus facile de trouver effectivement un locataire qui collabore dans ce sens-là et de bonne foi et généralement on reste toujours plus flexible et de donner la possibilité. Maintenant, si ça fait 6 mois qu'il n'a pas payé, il existe également des démarches judiciaires pour pouvoir le mettre en dehors du bien. En dehors du bien. Mais il existe également, et ça on en parle aussi avec les personnes, c'est pour ça que je ramène une fois encore à la discussion avec le conseiller, avec le courtier, parce que dans les stratégies d'investissement, aujourd'hui, il y a également la possibilité de louer à des associations de logements sociaux qui, eux, louent ton bien. Leur tarif est légèrement en dessous du marché, mais en ce moment-là, tu n'as plus aucun problème de bail. Que eux l'occupent ou pas, tes loyers sont garantis. Et donc, et c'est des associations qui louent alors pour tout ce qui est logements sociaux et tout ça, quoi. Donc, là aussi, c'est aussi une solution, c'est une stratégie pour dire ce bien-là, je vais le louer à de telles associations. Ils me payeront légèrement moins que le prix du marché, mais au moins je sais que c'est un contrat 9 ans et j'aurai toujours mon loyer, que le bien soit vide ou pas. D'accord. Alors, tu viens de parler de contrat de 9 ans, c'est ça? Oui, généralement, ce genre d'associations prennent par-dessous des contrats de 9 ans. Des contrats de 9 ans. D'accord, très bien. Il y a tellement de questions, pardon. Alors, on va tout de suite passer aux quelques questions de Sonia pour Alain Moulouaï. Nous écoutons Sonia. Alors Alain, tu as déjà répondu à la première question qui était: faut-il absolument avoir un apport personnel pour acheter un deuxième bien? Idéalement, oui, mais si vous l'avez pas, ce n'est pas non plus impossible. Et donc, on peut aller rechercher dans cette deuxième stratégie le fait de optimiser la prise de valeur du bien. C'est pour ça qu'un bon gestionnaire doit toujours faire attention à garder son bien en bon état, parce que c'est cette prise de valeur qui va lui permettre de capitaliser pour acquérir le deuxième bien, même s'il n'a pas forcément la totalité des fonds propres. Merci. Je rebondis pour dire que c'est l'occasion justement d'avoir un bon courtier parce que c'est lui qui pourra bien nous conseiller. Alors, la deuxième question, c'est: est-il préférable d'acheter sur plan ou déjà construit? Les goûts et les couleurs. Chacun, ça, ce sera toujours un peu le libre choix des personnes. Personnellement, je ne suis pas friand à ce genre d'achat parce que ça prend du temps, parce qu'il faut signer le contrat aujourd'hui, il faut le temps de la construction. L'expérience montre que une fois sur trois, les délais ne sont pas toujours respectés en termes de délais de livraison. Et donc, je serai à un moment donné, je vais commencer à rembourser un crédit pour lequel je n'ai pas encore pris possession des lieux parce qu'il y a du retard. Il faut encore tomber sur des bonnes équipes et des bons entrepreneurs qui tiennent leurs engagements. Beaucoup ont fait faillite pendant que le trajet se fait. Et donc, finalement, voilà. Mais il y a aussi des cas où ça s'est très bien passé. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, les goûts et les choix du couple ou des personnes qui veulent acheter, de voir s'ils veulent sur plan, ils veulent un neuf, selon le schéma que eux-mêmes ont dessiné. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on peut tout aussi bien acheter du bâti, du existant. Au moins, on sait voir, c'est là, voilà. On sait directement apprécier ce qu'on achète sans devoir passer par la phase d'attendre 9 mois ou
12 mois de construction et de livraison, avec tous les risques que ça comporte. J'ai eu des clients qui ont eu des soucis. C'est pas parce que c'est neuf que c'est bien. On a eu des cas où finalement il y avait des fuites dans les tuyaux au sol. Donc ils ont habité 6 mois et tout le sol a commencé à gondoler parce qu'il y avait une fuite d'eau. Et alors ça a pris 1 an aussi pour remonter les responsabilités parce que l'entrepreneur général, lui, c'est pas lui qui a fait le tuyau d'eau, donc il va se répercuter sur les plombiers et le plombier, donc du coup ça fait des procès énormes, mais entre-temps tu vis dans la maison pour lequel tu as tout ton parquet qui a gondolé. Et donc c'est pour ça que finalement c'est toujours vraiment le choix des personnes, mais parfois d'être conscient que voilà, voici les risques qui peuvent exister dans une nouvelle construction et si on les assume ou pas. Et à partir de ce moment-là, ce sera toujours le choix des concernés. D'accord. Choisir en connaissance de cause. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de justement donner de la valeur aux biens. Alors, dans la stratégie d'acquérir, de bâtir un patrimoine immobilier, est-ce qu'il vaut mieux acheter un bien déjà neuf ou bien partir sur un bien qu'il faudra rénover? Là également, on va dire, ça dépend des opportunités. Aujourd'hui, clairement, lorsqu'on peut avoir une bonne offre sur un bien déjà rénové, c'est mieux. On peut partir de là, les travaux sont déjà faits. Et en ce moment-là, si on a une bonne offre, c'est mieux. Mais il peut aussi exister des cas où on peut tomber sur un meilleur prix quand c'est non rénové. Et alors, en ce moment-là, on y apporterait de la valeur. Je peux avoir un bien à 120 000 où je sais que je peux mettre 40 000 pour la rénovation et j'arriverai au total budget à 160 000. Mais si moi, je l'achète à 100 000 et je rénove avec 40 000 euros, la valeur que ça prend après rénovation sera de 180. Donc, si moi, je veux te le revendre, tu le rachetais à 185 au lieu finalement que si tu avais fait toi-même les travaux, tu serais arrivé à 160. Mais là, encore une fois, ça dépend des uns et des autres. Il y a des gens qui aiment se frotter à ce genre de challenge et de mettre en valeur, de faire les travaux. Ils peuvent même faire une partie eux-mêmes. Et il y a d'autres personnes qui n'aiment pas du tout cette phase stressante des travaux, qui préfèrent payer un peu cher, mais du prêt. Et donc, du coup, ça va toujours dépendre un peu de la personne. C'est pour ça que l'échange et les discussions avec le courtier est toujours aussi important parce que on a le temps de réaliser un peu tous ces différents paramètres et de voir ensuite. L'autre contrainte peut être aussi financier. Ma capacité d'endettement ne me permet que d'aller jusqu'à 165 et pas 180. Donc, dans ce cas-là, je peux acheter alors à 165 avec travaux. Au moins, je l'achète. Et quitte à le rénover, ça me prendra 4 mois que de ne pas acheter du tout parce que celui que je veux, je ne peux pas l'acheter. Oui, exactement. Donc, dans ce cas-là, je conseillerais toujours acquis quand même, quitte à souffrir 3-4 mois de la mettre en rénovation. Donc il y a un peu toujours tous ces éléments qui ne sont pas toujours noir-blanc, qui sont un peu orange et alors on a... D'accord. Très bien. Une dernière question, vas-y Sonia. Est-ce que l'achat tu sais, il y a des biens qui se vendent après des saisies ou qui se vendent avec des biens en rente viagée, comme on appelle ça. Est-ce que c'est une stratégie sur laquelle on peut partir? Est-ce que quand on cherche un bien à acheter, justement, ce sont des pistes pour l'achat de notre bien? Oui, ce sont des pistes, effectivement. Et l'une des pistes peut être aussi rentable. Mais en ce moment-là, lorsqu'on est vraiment en train de bâtir son patrimoine, en collaboration toujours, comme j'ai dit, avec son conseiller, parce qu'alors, ce sont des éléments qu'on va regarder. Premier cas, tu as parlé, par exemple, des biens aux enchères. Les biens aux enchères, on peut donner l'opportunité d'avoir un bon prix. C'est-à-dire que, le notaire a l'obligation de le vendre vite. Même si c'est un bien qui vaut 200, si les offres sont à 170, il peut les laisser partir à 170. La seule chose, c'est qu'une vente aux enchères vous avez l'obligation de finaliser l'acquisition et de le payer dans les 6 semaines.
Ah, dans les 6 semaines. C'est 6 semaines. C'est-à-dire Le que délai est quand même si assez je court, fais l'offre et que vous avez gagné l'enchère, dans les 5 jours, vous devez déjà payer les droits d'enregistrement. Comment on calcule ces droits d'enregistrement? On va dire, ça dépend un peu des régions et tout ça. On peut arrondir à 10% de la valeur du bien. 10% de la valeur du bien, voilà. qui est à régler donc dans les 5 jours. Dans les 5 jours. Une fois qu'on a obtenu l'enchère. Et dans les 6 semaines, on doit passer l'acte, donc payer la totalité qui reste. Donc ça, c'est une stratégie. On va le regarder si on sait que derrière, avec sa banque, on a une ligne de crédit qui nous attend. Exactement. Ce ne sera pas le cas où dit je vais seulement introduire un dossier à la banque. Non. Parce qu'aujourd'hui, introduire un dossier à la banque, juste pour avoir le premier accord de principe, on est à une moyenne de 4 semaines. 4 semaines. Alors si toi, tu prends le risque d'acheter aux enchères, où tu dois signer, finaliser dans les 6 semaines, alors qu'il te faut déjà 4 pour avoir ne fût-ce la vie, et encore que les 4, c'est pendant les périodes hors congé. Parce que si tu fais ça en juin, la moitié des banquiers partent aussi en congé, et donc les 4 semaines vont jusqu'à 6 semaines. Bah oui. Donc là, tu peux avoir des sérieux problèmes. Donc, les enchères, oui, mais attention, il faut bien regarder son timing et être sûr d'abord que j'ai déjà mon accord de crédit ou que j'ai du cash. Oui. Lorsqu'on atteindra la capacité d'avoir du cash, pas de problème, on pourra alors aller profiter des opportunités aux enchères. La deuxième partie de cette session, c'est par rapport aux achats en viager. Oui, voilà. Le principe du viager, au fait, c'est je mise sur la tête de quelqu'un. Je ne vais pas la faire sur la tête de Sandrine. Je prendrai l'exemple sur moi-même. C'est-à-dire que je vends ma maison, je mets ma maison en vente et je te dis que voilà, tu me donnes aujourd'hui 30 000 euros et tu me payes tous les mois 3 000 jusqu'à mon décès. Si je meurs demain, tu gagnes. Si je meurs dans 50 ans, bah, tu auras payé 50 ans et parfois la valeur va être de loin au-delà de la valeur que je pouvais l'acheter sur le marché. Exactement. Donc, voilà. Je me permets, est-ce que c'est une chose, Alain Moulouaï, que tu conseilles, tiens? Moi non, personnellement, je ne conseille pas. D'abord, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas miser sur la mort des gens et tout ça. Donc, ça, je ne joue pas là-dessus. Et de l'autre côté, c'est tellement aléatoire que finalement, on peut, enfin, c'est pile ou face. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que je conseille. Surtout pas, lorsque c'est la première ou la deuxième acquisition. Ah oui, ça c'est... Parce que on est sur quelque chose, on va dire, j'achète, mais j'y prends pas possession jusqu'à ce que la personne mourra. Dieu lui peut faire grâce. Il y a des personnes, même s'il a 70 ans, il meurt à 100 ans. Donc il peut encore vivre 90 ans. Donc du coup, voilà. Personnellement et en tant que chrétien, ce n'est pas l'option que je privilégie ou que je recommanderais en tout cas personnellement. Très bien. Merci. Eh bien, merci en tout cas pour les questions, Sonia, très pertinentes, et merci également à Alain Moulouaï pour ses réponses qui, encore une fois, on a juste envie de prendre des notes, hein, ça, il faut le dire. Eh bien, c'est déjà la fin de notre émission. Certainement, Alain Moulouaï, on te rappellera pour une prochaine émission. Toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Il y a tellement de sujets qu'on peut encore et encore traiter. Mais avant qu'on se quitte, je pense que ce serait important qu'on puisse prendre un temps avec toi, Alain Moulouaï, pour que tu puisses prier pour toutes les personnes qui ressentent vraiment dans leur cœur, ils ont cette ferme conviction que Dieu, en tout cas, les appelle à bâtir ce patrimoine immobilier et vraiment qu'on puisse prendre ce temps. On a parlé dans cette émission de préparer son cœur à la richesse. On a parlé également de stratégie pour se constituer un patrimoine. On a parlé également finalement d'avoir le discernement aussi par le Saint-Esprit pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Donc sur ces points-là qui ont été donnés, on va juste clôturer cette émission avec un temps de prière. Merci Seigneur, parce que je voudrais juste déclarer pour toi, enfant de Dieu qui nous écoute, c'est la volonté de Dieu que tu prospères. Dieu veut que tu ailles loin, que tu sois riche et que tu sois fort riche. Alors je proclame dans ta vie que tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Tu penseras à un champ et tu vas l'acquérir au nom de Jésus. Amen. Tu vas prospérer et tu vas prospérer encore et davantage. Je prie que Dieu garde ton cœur afin que tu exerces ton cœur à l'humilité. Mais quand
tu comprendras que tu es riche pour Dieu, alors tu seras béni. L'Éternel fera passer les richesses des nations sur ta vie au nom de Jésus. Alors si tu crois ces paroles, Dieu est bon, il est fidèle. Il t'a amené encore ce message aujourd'hui pour toi, afin que tu reçoives aujourd'hui même ta bénédiction. Alors reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore acquis cette année, je déclare et je proclame que tu vas acquérir au nom de Jésus. Si tu veux bâtir un patrimoine, tu le bâtiras dans le nom de Jésus. La Bible dit seulement recommande tes projets à l'Éternel de des armées et il te bénira. Alors toi qui veux acheter, reçois ta bénédiction dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Alain Moulouaï. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à toi également, Sonia. Merci. Avec tes questions très pertinentes et auxquelles on a toujours les réponses par la grâce de Dieu. C'est une bonne chose. On va pas trop parler, parce qu'après une prière comme celle-ci, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est nous rendons toute la gloire à Dieu. À vous, qui nous avez suivis encore aujourd'hui pour l'émission Comment bâtir un patrimoine immobilier. Nous sommes persuadés que vous avez reçu les clés, mais également, les déclarations qu'il fallait que vous puissiez entendre aujourd'hui en tout cas, et nous nous retrouvons pour une prochaine émission d'Impact Finance. Et surtout, n'oubliez pas, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.